Voilà. Madame, est-ce que vous pouvez nous parler de ce qui s'est passé en 1914, au mois d'août, ici? Ah, ben oui. D'abord, c'est ma grand-tante qui m'a rapporté tout ça, parce que mes parents n'ont jamais parlé de la guerre. Nous étions trop jeunes, ils ne voulaient pas nous effrayer. Mais quand maman est morte, j'avais 12 ans et demi. Oui. Alors que j'ai été un peu plus grande, je dis à ma tante, on parle souvent de la guerre, 14-18 à l'école. Mais je voudrais savoir ce qui s'est passé, je dis. Et elle m'a raconté que mon papa est sorti dans la cour, il entendait pitch, pitch, des coups de fusil de tout. Il regarde, il voit un groupe de soldats allemands avec des armes. Et il y avait déjà la maison, la première maison qui commençait à brûler. Et il a dit à maman qu'elle parte vite avec mon frère Joseph, qui avait 20 mois plus que moi. Et moi, sur les bras de maman, nous avons monté là, et au milieu du pré, on a tiré sur nous. Vous avez été blessé? Oh oui, maman était blessée là, tout ça, et comme mes pieds arrivaient à cette hauteur-là, la balle a arraché la plante de mon pied. Alors, là-dessus, Monsieur Lebrun de Bruxelles, qui se trouvait en repos à Érezée, à l'hôtel Bellevue, se promenait bien doucement vers Briscoll, et il arrive justement à la maison de la Chapelle. Là, attendez, l'état-major allemand était là. Et comme il savait l'allemand, ce docteur-là, il a entendu le coup de fusil, une maman qui tombait et des enfants qui criaient, Il est allé directement trouver l'état-major et il a dit, il y a une maman qui est blessée là-haut et des petits-enfants qui crient, vous ne pouvez pas laisser ça comme ça, savez-vous. Il était sévère, hein? Et tout de même, il a commandé à 2 de ses soldats de prendre une civière et de venir nous chercher là et le mettre chez eux. Qu'est-ce qu'il a fait, le brave Monsieur Lebrun? Il a soigné maman qui perdait tout son sang, et avec les petits débris de cette peau, il a regreffé la plante de mon pied avec un docteur allemand. Donc les deux. D'accord. Ma tante m'a bien raconté tout ça. Donc vous l'avez échappé belle? Oh oui, oh oui. Oui, oui. Oh, mais ils l'ont tiré sur des personnes, ils l'ont tué. Parce que Briscoll était renommé par les Allemands des francs-tireurs. Oui. Ils voulaient détruire tout Briscoll. Et ils l'ont fait, sauf la maison là et la chapelle là. Oui, ils ont brûlé tout le village. Ils ont tout brûlé. Tout brûlé. Alors, et tué des gens. Et brûlé des gens dans leur maison. Il y a des gens qui ont été brûlés vifs dans leur maison. Il y a des gens qui ont été brûlés dans leur maison. Il y en a, oui. Ils se sont sauvés dans la cave, chez Orban par exemple, et ils ont senti la fumée, ils ont voulu sortir. Il y a un Allemand qui a pris sa crosse, il les a poussés comme ça, comme des chiens, jusque dans le fond de la cave. Ils y sont restés, le père et le fils. Mais seulement, en 14, je vous ai dit donc que nous avons été transportés à Érezée. Et entre-temps, pendant ce temps-là,
ils ont pris mon papa comme otage, et Léon de Vaïve comme otage, et bien des autres. Il y en avait 8 à 10 dans un chariot qu'ils l'ont pris soit ici ou chez l'autre fermier. Ils les ont mis liés sur le chariot. Un chariot qu'on conduit le foin. Oui. Vous savez? Et je ne sais plus les noms. Hein. Non, non. Et je connais bien que c'était Léon de Vailly. Mon parrain. Nicolas. Nicolas Collin. Mon papa. Attendez. Et il y avait le... Joseph Ponsard, peut-être. Et il y avait aussi un de Lierneux qui a été tué là. De Lierneux. Ils sont marqués sur le livre Un mort et enterré qui parle. Oui. Et il y en avait un de Lierneux qui a été tué aussi. Bien plus précis. Oui, venez, hein, monsieur, comme ça vous êtes sur l'image. J'entends mal. Oh, mais c'est... Ah, mais c'est bien. Il y en a un de Lierneux qui a été assassiné aussi là. Oui, un aliéné qui était tout perdu. Il était sorti de son asile et il se trouvait à Bristol. Il a été ramassé aussi, celui-là. Et il y a eu chez Maoué aussi. Chez Maoué. Que tu m'as raconté. Et... Qui a été avec le papa là. Et oui, aussi le père qui était sur la route avec son fils. Il était paralysé des bras. Il n'a pas su lever les bras. Le fils les a levés, mais lui n'a pas su les lever. Ils l'ont tiré directement dessus. Oui. Ils en ont fait, c'est tout. Et Jules Lambert qui portait à manger à ses frères qui moissonnaient, il a été tué dans la campagne comme ça. Ici, dans les prés, ici. Et votre parrain, il a été fusillé? Alors, arrivé à Soie, on voulait le tuer là. Savez-vous que c'est terrible, hein? Il leur avait mis une grosse corde autour du cou, à chacun. Et il y avait un Allemand qui tirait comme ça, ils sont dans le chariot, ça, hein, ils s'en allaient tout ainsi. Il y avait un autre qui retirait, il retourne comme ça. Et mon papa avait les marques, là, de la corde. Il avait été tout, pas arraché, mais... Brûlé. Râpé, là, tout et c'était resté rose, hein, on le voyait. Alors, à soir, on voulait les tuer tous. Le curé est venu implorer, il leur a donné la bénédiction à tous, et il les a priés de ne pas les tuer. Ils sont continués jusque vers Heure en famine. Et là-bas, dans un champ où on ne voit pas les villages, personne, on ne voit, un champ dans les bois, à l'oreille du bois, là, ils ont fait faire un grand trou. Et ils l'ont tiré au sort, et les 4, Monsieur Godard, mon parrain, Léon de Vaïve et l'aliéné de Lierneux, ont été mis, liés à un piquet de clôture, et tout un rang de soldats ont tiré sur eux jusqu'à ce qu'ils tombent pour de bon. Et les ont foutus dans le trou, comme ça. Et d'un autre côté, notre petit vicaire, il venait dire la messe à Bristol, se trouvait quelque part, je ne sais pas. Ils l'ont pris, ils l'ont lié une main à un cheval et l'autre main à l'autre cheval. Et ils ont commencé, ils ont monté sur les chevaux, les cavaliers,
et ils l'ont fait courir les chevaux. Le curé arrivait à courir d'abord, hein, mais ils ont fait galoper les chevaux, que le curé il traînait tout à terre. Mais je crois que la figure, il la tenait quand même ainsi. Et ils l'ont été mettre dans un champ perdu, qu'on ne voyait personne, enfin qu'on ne voyait, attention, il y avait des gens à Erpigny qui avaient des longues vues là, et qui suivaient leur prêtre, et qui voyaient tout ça, et l'ont regardé comme il faut, où il allait le déposer. Ils l'ont arraché le plus gros des gazons, hein, pour le mettre et recouvrir de gazon, à un point que le pauvre curé respirait encore. Pendant la nuit, les gens d'Erpigny sont allés vite, tout était calmé. Ils sont allés voir le prêtre. Il respirait encore, ce pauvre-là. On l'a remis chez M. Collin à Erpigny. Oui. M. Collin. Et là, il y a une tour. Et dans la tour, ils ont fait une paillasse et ils l'ont bien soigné, le pauvre prêtre, qui est revenu à Louis. Ah. Et pendant la nuit, pour prendre l'air, il sortait par derrière, et il y a derrière c'était quand même un genre de château, là. Il y a une muraille, hein, Joseph. Eh bien, il allait faire le tour pendant la nuit pour bien respirer. Mais en étant bien soigné là-bas, dans la tour, il allait recoucher là, et il a composé un livre. Il a composé le livre Un mort et enterré qui parle. Voilà. Et c'est ainsi que plus tard, quand la guerre a été finie, on a imprimé et les gens ont acheté les livres. Hein, le livre. Et on parle là-dedans. Si vous pouvez l'avoir, le livre, vous verrez les personnes qui ont été prises et conduites là-bas, eux. D'accord. Vous verrez beaucoup de choses, je crois. D'accord. Et donc vous voulez dire que... Hein? Vous voulez dire alors qu'il faut pardonner? Justement. Oui. Justement. D'accord. Justement. Parce que tous ceux qui ont fait la guerre n'existent plus. Ils sont en paix. Mais tous les descendants, ils n'ont pas fait ça, eux. Pourquoi leur faire du mal? Moi, quand il y a eu des Allemands qui sont venus, des jeunes, j'étais sur le banc, ils ont demandé le chemin. Je dis, vous êtes flamand, je dis. Non, Deutsch. Je leur ai très bien dit la route qu'il fallait prendre pour retourner vers Mannheim. Ils voulaient aller revoir Mannheim où ils ont eu sûrement des victimes. C'était des tas de victimes qu'il y avait là. D'accord. Madame, est-ce que je peux, Madame Collat, vous demander votre âge? J'ai 110 mois. Attendez, je suis née le 8 juillet, donc le 8 juillet en 14, j'aurai 101 ans. C'est ça, donc vous êtes né le 8 juillet 1900... Vous êtes né le 8 juillet 1913? Oui, le 8 juillet. Voilà. Donc vous allez avoir 101 ans? Oui. D'accord. Donc vous étiez là quand les Allemands sont arrivés. Vous étiez là quand les Allemands sont arrivés, donc. Ah oui, quand il y a eu de nouveau l'offensive. Oui. Oui, ah oui, en 14, Oui, j'étais petite de 13 mois. D'accord. Madame, est-ce que je peux vous demander
comment ça se fait que vous êtes en forme comme ça à 101 ans? Le secret... J'ai encore ma tête. Oui, et vous êtes encore si bien en forme. C'est quoi le secret? Eh bien, le secret, n'est-ce pas? J'ai été fermière toute ma vie. Nous n'avons jamais mangé que du vrai bon. Ah oui. On n'achetait que des choses qu'on n'aurait pas su produire. Par exemple, le riz, le café, le sucre, enfin. Mais tout était nature. Du verger, des pommes, des légumes, des fruits, nous en avions toute l'année parce que je stérilisais ce que j'avais de trop. Des pommes, on en avait jusqu'au mois. Au 1er avril, on avait encore des pommes qu'on cachait dans de la paille, de la belle paille, là, grande paille. Et elles se conservaient, tout se conservait. Et des légumes, des patates, nous avons mangé toujours nature. D'accord. Vraiment nature. Je faisais le pain moi-même, le beurre, la maquille. Si vous savez ce que c'est, oui. La vraie maquille. Ah oui. J'avais ma licence, hein. Je pouvais avoir du beurre tant que je voulais, il était toujours vendu. Et vous avez eu combien d'enfants? 6. 6. Et nous avons vécu avec rien que notre avoir. Vous avez travaillé jusqu'à quel âge? Oh, tard. J'ai encore fait mon jardin jusqu'à 95 ans. Oh là 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 là. Mais la dernière fois, je ne savais plus me lever. J'étais à genoux, je prenais un petit coussin pour celui-là, un petit coussin, et j'avançais un coussin, je sarclais mes petites plates-bandes, hein, et pour finir, je n'ai plus su me lever. Et je faisais ça. Et mon petit-fils qui passe justement avec son tracteur, il accourt près de moi. Qu'est-ce que tu as, mamie? Je ne saurais plus me lever, je dis. C'est fini. Il m'a relevé et j'ai dit, c'est fini mon jardin. Je ne voulais pas arrêter, mais cette fois-ci c'est fini. J'y mourrai si je continue. J'ai arrêté à ce point-là. D'accord. Et maintenant, vous vous occupez comment? Vous vous occupez comment maintenant? Vous regardez la télévision? Je ne sais plus rien faire. Ah. Je ne sais plus rien faire. À un point que bientôt, je serai obligée d'aller dans un home et me reposer, monsieur. Oui. Me reposer, j'ai besoin. D'accord. Tout mon corps est fatigué, les bras, les jambes, tout devient fatigué. D'accord. Madame, je vous remercie vraiment pour votre témoignage. Je vous dis un grand merci. Un grand merci. J'ai fait mon possible pour raconter. Oui, mais c'est... J'ai peut-être fait des fautes de français. Ah non, je ne trouve pas. Mais ça n'est rien. Ce n'est rien. Et je n'ai pas entendu de faute, hein. Pas de faute de français. Merci beaucoup, madame. Merci.